La médicalisation, c'est de voir tous les problèmes ou les enjeux à travers la lunette d'un malade à guérir, d'une maladie à soigner, peu importe le contexte ou la situation autour de ces enjeux-là. On va médicamenter l'adolescence, les changements, les crises d'émotions. On va aller donner des antidépresseurs pour un deuil, pour une peine d'amour. On va aller donner des diagnostics de TDAH, de la médication pour le TDAH, des traitements dans tous les cas où est-ce qu'un jeune vit des difficultés au niveau de la concentration puis l'école, sans évaluer souvent qu'est-ce qu'il y a autour. Bien, mettons que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger à soir ou tu vas dormir demain, puis qu'on te donne de la médication pour l'anxiété ou qu'on te donne un suivi médical pour de l'anxiété, une psychologue qui traite ton anxiété. Si tu n'as toujours rien à manger demain, tu vas toujours vivre de l'anxiété. Il y a des enjeux externes qui affectent notre état mental, notre santé mentale, notre bien-être. Une grande majorité des jeunes qui militent au mouvement ont des diagnostics et prennent de la médication. En fait, ce que nous, on questionne, c'est la vitesse à laquelle ils sont donnés. C'est le manque d'information qui est partagé. C'est le fait que c'est la première solution et dans beaucoup de cas, la seule qui est utilisée pour adresser les enjeux ou la détresse que les gens vivent. Donc, la médication, les diagnostics, ça fait partie des options qui sont disponibles. Il y a des avantages, sont nécessaires dans plein de cas. Par contre, ce n'est pas la seule chose, puis ce n'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose. Mais la santé mentale, c'est un enjeu qui est plus large que juste un dérèglement biochimique dans ta tête. Ça se peut qu'il y en ait un. Ça se peut que ce soit toi qui ne gères pas tes émotions. Ça se peut que les enjeux soient individuels. Mais la réalité, c'est que ce qui se passe autour de toi va t'affecter. Si tes besoins ne sont pas remplis, ça va être affecté. Si tu n'as pas de logement, c'est affecté. Si tu n'as rien à manger, c'est affecté. Puis si on te fait vivre de la violence, c'est affecté. Fait que c'est tous des enjeux à adresser globalement, socialement. Puis en ce moment, on vit une crise qui est une crise de la détresse humaine au Québec. On l'entend, on le voit dans les journaux, hein? On en parle tellement, mais on ne pourra pas régler ça juste avec des pilules. Bien, le parcours d'une personne qui vit avec des difficultés en santé mentale, en quoi ce parcours-là peut être médicalisé, en fait, c'est d'abord au niveau de la lecture de ce que la personne vit. Par exemple, quand elle est accueillie au sein du réseau, on peut imaginer, par exemple, présentement, là, avec le PQPTM, elle est accueillie. On ne lui demande pas de se raconter, de raconter son histoire, raconter ce qui lui est arrivé. C'est vraiment quels sont les symptômes qui s'expriment. C'est là-dessus qu'on va agir, puis c'est à partir de ces symptômes-là qu'on va proposer des services. Fait qu'on va davantage aller vers de la médication, de la gestion des symptômes, plutôt que d'essayer d'agir sur les circonstances ou les difficultés que la personne vit, qui relèvent qui viennent de l'extérieur de son cerveau parfois. Des fois, c'est au niveau de la famille, au niveau de l'école. Il y a d'autres choses qui se passent qui pourraient expliquer ce que la personne vit. Oui, dans le fond, ça commence par moi qui s'en va voir mon médecin de famille. Parce que j'allais pas trop bien, je mangeais pas beaucoup, j'avais des problèmes de sommeil. Je ressentais une baisse de plaisir dans les activités que je faisais. J'avais de la misère à me concentrer à l'école. Puis j'étais début vingtaine à peu près. Puis je prends un rendez-vous avec lui. Donc là, je lui nomme tout ça. Puis il me dit, en fait, je pense que tu as un trouble d'anxiété généralisée. Il me signe un papier. La patiente présente un trouble d'anxiété généralisée. Il me prescrit une médication, puis il ne me donne pas les effets secondaires associés à la médication. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je prenais, à part le nom, que c'était l'Effexor. Puis c'est ça, le rendez-vous dure 15 minutes. Je repars chez moi avec une médication que je n'avais pas demandée. La médicalisation, c'est entre autres de ne pas poser la question à la personne « c'est quoi que toi, tu as besoin? C'est quoi que toi, tu penses que tu as besoin? Comment est-ce qu'on peut en arriver à quelque chose? » Puis c'est le cas, entre autres, lorsqu'on va prescrire de la médication. Parce que la personne va arriver avec ses problèmes, elle va raconter son histoire, elle va dire « bon, ben moi, je vis ça, ça, ça. OK, c'est ça que tu me dis, maintenant, je vais t'offrir une prescription pour répondre. » Puis généralement, ou très souvent, ou trop souvent, on ne va pas proposer des alternatives à ça. On ne va pas proposer différentes solutions. On ne pourrait pas
on va peut-être pas non plus poser la question à la personne de savoir est-ce que ça te convient, ce que je t'offre comme réponse? En fait, j'aurais aimé ça, avoir un espace d'écoute avec lui, qui prenne le temps de m'écouter, de m'accueillir dans ce que je vivais. Tu sais, je sais que c'est pas un psychologue, fait qu'il va pas m'écouter pendant 1 heure, mais juste simplement me dire « OK, oui, tu sais, t'as des problèmes de sommeil, tu sais, comment ça se passe, pourquoi, tu sais, pas juste analyser les symptômes que j'ai, poser un diagnostic en 15 minutes, puis me donner une solution, une seule solution, à la place de me donner des alternatives. Puis j'ai pas eu de suivi non plus après, fait que ça a été difficile au sens où moi, je partais avec une médication, puis là, tu sais, finalement, en plus, j'ai mal réagi à la médication. Puis là, je savais pas quoi faire parce que j'avais pas de suivi avec lui. Tu sais, j'aurais aimé ça aussi, me dire, j'ai un espace d'écoute, d'accueil, puis aussi cet espace-là va durer dans le temps. J'aurais aimé ça être accompagnée, en fait. Pas nécessairement sauver, c'est là la différence. Ou diriger, mais seulement accompagner. Puis je me sentais hyper seule, je me sentais hyper incomprise aussi. Le droit qui serait le premier à respecter, c'est le droit à l'information. Parce que si on y va à la va-vite, là, puis qu'on passe une personne après l'autre, on ne va pas prendre le temps avec elle de l'informer. Par exemple, si on lui prescrit une médication, on ne va pas prendre le temps de lui expliquer en profondeur c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les alternatives. Puis ensuite de ça, bien, c'est le droit au consentement qui est affecté. Parce que comment est-ce qu'on peut consentir à quelque chose qu'on ne connaît pas? Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gens ne sont pas confortables avec ce qu'on leur propose parce qu'ils ne se sentent pas bien informés par ce qu'ils vont leur prendre. Puis des fois aussi, ils sentent de la pression parce qu'ils ne se sentent pas libres de pouvoir prendre la décision par eux-mêmes. Puis ça, c'est un non-respect du droit au consentement libre. On m'a jamais référé à des ressources alternatives. Puis pourtant, c'est ce qui a été le plus aidant dans mon parcours, de loin. Ce qu'on souhaite, c'est que vraiment les personnes aient accès à une diversité de formes d'aide et qu'ils puissent choisir parmi cette diversité-là. Puis c'est pas de dire, bon, ben d'abord, tu commences avec ça, puis là, dans 6 mois, tu vas avoir accès à ça, puis dans 1 an, tu vas avoir accès à ça. C'est de dire, non, voici le spectre de ce qui existe. Il y a des groupes d'entraide, des groupes d'art-thérapie, il y a la médication, il y a l'exercice physique, il y a des approches de méditation et tout ça. Et si tu souhaites, bien, on va te référer rapidement. Puis je pense qu'une référence, c'est pas suffisant. Des fois, il faut qu'on ait peut-être parfois un petit coup de pouce de plus, un peu d'accompagnement. Je pense que dans un monde idéal, il y aurait une reconnaissance de la pertinence des approches alternatives, de l'expertise qu'il y a là-dedans aussi. Puis, tu sais, on le voit là, au niveau des données probantes, on le sait, là, l'entraide, ça a des vertus. L'expression par l'art, la parole, ça a des vertus. Puis, c'est toutes des approches qui sont importantes, qui ont leur pertinence, puis qui doivent être accessibles gratuitement aux personnes. Fait que dans un monde idéal, je pense que c'est de ça qu'on aurait besoin. Puis, d'un respect mutuel avec toute la diversité des expertises qui existent. Il n'y a pas des sous-expertises en santé mentale. Elles sont toutes importantes puis elles devraient être accessibles aux personnes. Et je pense qu'un médecin ou un psychiatre qui a une approche pas seulement basée sur le contrôle des symptômes, mais vraiment une approche où on accueille une personne, pas une maladie, puis on s'intéresse à sa qualité de vie en général, bien, ça peut faire une différence beaucoup plus grande pour les personnes. Puis nous, on entend du monde nous dire à quel point leur psychiatre est formidable parce que justement, il prend le temps de faire ça, il prend le temps de prendre des nouvelles de la personne dans sa globalité, pas juste au niveau des symptômes. Et il entend la demande de la personne quand elle dit qu'elle souhaite essayer d'autres alternatives ou qu'elle souhaite diminuer ou essayer une autre médication. Puis ils sont à l'écoute de ça. Fait qu'on sait que ça, c'est des pratiques qui sont respectueuses, qui respectent la dignité des personnes et qui leur permettent de participer pleinement au traitement aussi.